J'adore. C'est quelle tête? C'est bon, Nemo? Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le webinaire Groupe IGS FC Management du mois d'octobre 2021. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Isabelle Barthes, professeure des universités en management et qui accompagne la filière management du groupe IGS sur la partie justement conseil et animation auprès de la communauté des managers opérationnels. Alors aujourd'hui, on va parler avec Isabelle de l'employabilité des managers opérationnels. En amont, juste vous rappeler deux, trois petites choses. Donc, le groupe IGS Formation Continue, c'est principalement 3 filières de formation, les ressources humaines, le management et la relation client. Et nous, en management, on accompagne l'ensemble de l'équipe managériale avec un gros focus sur les managers opérationnels qui peuvent évoluer vers un poste de direction et ou les office managers, les assistants managers qui accompagnent ces directeurs et ces managers dans leur activité au quotidien. Voilà, alors sans plus attendre, je vais passer la parole à Isabelle qui va nous présenter le sujet du jour sur l'employabilité des managers opérationnels en cette période de rentrée bien chargée. Tout à fait. Donc, merci Damien de cette invitation. Donc, c'est en effet réfléchir ensemble à ce que c'est que l'employabilité, pourquoi on doit la développer et puis comment le faire. Hein. Ça va être un petit peu l'objectif de mon propos. Je vais essayer de ne pas faire trop long et puis n'hésitez pas surtout à utiliser le chat. On répondra à vos questions le mieux possible, plutôt à la fin de l'exposé, parce qu'il y a souvent des questions qui arrivent, mais on a déjà la réponse dans les slides. Donc, voilà un petit peu pourquoi on préfère fonctionner comme ça. Donc, développer son employabilité, alors j'ai envie de dire, est-ce que récemment, vous vous êtes dit cela? J'en peux plus de mon boss, j'ai l'impression de stagner depuis plusieurs mois, ma feuille de paye n'a pas changé, aussi depuis des mois, je ne supporte plus les jérémiades de mon équipe, j'ai amélioré mon score Candy Crush au bureau ce matin. Voilà, j'ai honte de parler de mon entreprise. Est-ce que c'est bien normal de me réveiller en sueur en pleine nuit à cause de mon travail? Alors, voilà, plein de petites questions qui souvent peuvent nous polluer la vie et qui font que peut-être il serait temps, de penser à son employabilité et peut-être que c'est le temps pour changer de job. Alors, de quoi parle-t-on quand on est un manager opérationnel? D'abord, ce chat travaille plutôt sur cette cible, hein, cette fonction de management opérationnel. Alors, rappelez que le manager opérationnel, c'est un manager intermédiaire, on va dire, souvent de première ligne, qui gère une équipe, mais qui relève plutôt le management opérationnel de la gestion courante de l'entreprise. Hein. On ne lui demande pas de faire les grandes stratégies, mais de la mettre en œuvre. Donc, le manager opérationnel va plutôt travailler sur du court terme et du moyen terme, avec quand même l'idée d'être aligné sur la stratégie de l'entreprise, ce qui lui demande de bien la comprendre et de pouvoir la traduire à ses équipes, et puis de rassurer ses équipes sur la capacité à la mener à bien, et puis ce qui l'amène aussi à rassurer, gérer ses directions ou cette gouvernance, pour leur dire, mais on va y arriver, tout se passe bien, Madame la Marquise. Hein. C'est un métier qui est quand même difficile et qui demande, on va le voir, des compétences assez nombreuses. Alors, les missions qu'on peut avoir quand on est manager opérationnel, c'est justement élaborer une stratégie de gestion, encadrer des équipes et les orienter, gérer des projets. On travaille de plus en plus sur votre projet et le management opérationnel est particulièrement attendu là-dessus. Transmettre les directives de la direction, déterminer les objectifs de façon très opérationnelle, hein, c'est-à-dire traduire une stratégie qui peut être des fois un peu théorique, un peu floue, hein, en choses très opératoires. Planifier, il y a beaucoup de planification, déléguer, savoir donner à des personnes les tâches pour qu'elles se réalisent dans ces tâches et ne pas avoir à s'encombrer avec ça. Tout le travail aussi relationnel, d'animation, d'encouragement des équipes qui est très très important. Il faut savoir gérer les crises, anticiper les conflits.
gérer les gens qui arrivent, mais aussi les gens qui partent, et tenir des réunions d'information, savoir dialoguer, savoir délibérer, parce qu'il y a tout ce travail de synchronisation qu'on fait, de coordination quand on est manager opérationnel, et puis tout un travail évidemment de rebouclage de toute cette activité pour voir si les résultats sont atteints ou s'il faut faire autre chose. Alors, voilà des exemples de missions, mais qui sont, je dirais, le package à peu près du manager opérationnel de façon très large. Alors, l'employabilité, de quoi parle-t-on? Je crois que c'est important de définir les termes. Alors, quand on regarde le petit Robert, il nous parle d'une capacité individuelle à acquérir et à maintenir des compétences nécessaires pour trouver ou conserver un emploi, s'adapter à de nouvelles formes de travail. Donc, on voit bien que ça renvoie à la capacité, on va en reparler, ça renvoie à la personne, ça renvoie à sa capacité à s'améliorer, à se développer pour changer de travail, mais aussi éventuellement pour le garder et pas se faire virer. Hein, on est très clair. J'ai repris une définition un peu plus récente d'un thésard, Jamel Othman, qui avait fait toute sa thèse sur l'employabilité, qui nous dit un peu la même chose, mais avec des choses qui me paraissent intéressantes. La capacité et la volonté. Alors ça, c'est intéressant. Hein, est-ce que j'ai la volonté de le faire d'un individu à trouver un emploi satisfaisant. Ça, c'est important aussi parce que trouver un emploi, c'est une chose, mais trouver l'emploi, peut-être pas de ses rêves, mais un emploi qui nous plaît, c'est important pour le bon équilibre de vie. Le conserver, progresser, alors progresser peut-être dans cet emploi parce qu'on peut avoir un enrichissement des tâches sans forcément changer de fonction, et retrouver un autre emploi à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise actuelle, si on le souhaite ou si on est licencié, parce qu'on peut avoir cette envie de changer, mais on peut aussi ne pas avoir le choix. Et ajoute-t-il dans un délai raisonnable. Je crois que c'est aussi ça la question, c'est qu'il nous faut un délai raisonnable et qu'on ne reste pas, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, 1 an, 18 mois, 2 ans sans trouver à changer d'emploi. Alors, c'est un concept qui a plus de 120 ans. Il est apparu tout au début du XXe siècle, 1903-1905, en Angleterre. On parlait d'employability. Et là, on séparait les gens employables des inemployables. Ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire ceux qui sont capables de faire et ceux qui ne sont pas capables. Et ça a beaucoup été repris sous cette façon de voir les choses pendant le New Deal de Roosevelt en 1934. Pareil, on sépare les employables des non-employables. Mais en 1970, arrivent les crises pétrolières, c'est devenu quelque chose de différent. C'est donc l'espérance objective ou la probabilité pour une personne en recherche d'emploi d'en trouver un. Voilà. Donc, on est déjà sur autre chose. Et avec la crise qui va commencer à apparaître 70, 80, tous les problèmes d'emploi qui arrivent de façon très importante, on parle de sécurité de l'employabilité à la sécurité de l'emploi. C'est-à-dire, on n'est plus capable de vous garantir l'emploi, mais on est capable de vous garantir votre employabilité. Et de plus en plus, c'est pas l'entreprise qui va être capable de vous garantir ni l'emploi ni l'employabilité, mais c'est toi, individu, personne, qui est en charge de ton job de travailleur, de garantir cette employabilité. Et ça, c'est très important parce que cette responsabilité, eh ben, petit à petit, elle vous revient. Et on va vers un individu de plus en plus, et c'est là-dedans qu'on s'inscrit avec l'employabilité, petite entreprise, comme dirait le grand philosophe et chanteur Bachung, ma petite entreprise, on s'inscrit dans une théorie du capital humain où vous allez investir dans votre éducation, dans votre formation, pour avoir un capital productif. Voilà. Et c'est cette vision très néolibérale de l'individu qui est, à mon sens, très critiquable, mais qui, pour le moment, prévaut sur le marché du travail. Parce que pour être performant, il faut développer ce capital productif. Et c'est là-dedans que vous allez vous inscrire si vous voulez développer votre employabilité. Je pense qu'on pourrait faire évoluer les choses, mais je dirais c'est pas le conseil que je donnerais pour le moment parce qu'on risque d'être hors les clous. Donc c'est dans cette vision que je vais m'inscrire. Le capital humain, c'est ce que nous connaissons, c'est l'ensemble de nos connaissances, de nos compétences, de nos aptitudes. Et on va aller vers un capital social, c'est qui nous connaissons, parce qu'on va s'inscrire aussi dans un réseau. Parce que de plus en plus, Coleman nous l'a dit en 1990, on se rend compte qu'il faut travailler le réseau. Alors, nous dit-il, et c'est très intéressant, toutes les théories sur le réseau, c'est pas être connecté à plein de gens, c'est avoir une bonne position dans le réseau et avoir les bonnes connexions. Et ça demande une forme d'expertise.
Et ça va rejoindre cette capacité à maîtriser son réseau, à avoir les bonnes personnes, à savoir quoi leur demander. Ben, ça va répondre aussi à cette exigence des ce qu'on appelle les codes sociaux. Donc, on va être très clair, il y a des gens qui ont plus facilement un bon réseau que d'autres. Mais ça se travaille, on va le voir. Et rappelons-nous Granovetter, la force des liens faibles, qui arrive dans les années 80, où il nous dit qu'il vaut mieux avoir un large réseau de contacts qu'un petit réseau de liens forts. Alors ça, c'est important, c'est-à-dire que quand on va parler des réseaux sociaux, c'est intéressant parce qu'on a plus d'opportunités pour une recherche d'emploi, c'est ces études qui l'ont montré, à accrocher un job, surtout si on a bien qualifié ses contacts, que les liens forts. Alors les liens forts, c'est la famille, c'est les amis. On peut compter sur eux, mais ils ne sont pas forcément qualifiés pour vous aider à trouver un job. Et souvent, quand on est un petit peu en recherche d'emploi ou qu'on veut changer de boulot, on se contente des personnes, des bons amis. Oui, mais ce n'est pas forcément eux, les bons experts pour vous aider à trouver un travail. Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes seul et que vous devez compter seulement sur vous? Alors peut-être, et ça peut être assez désespérant. Ça, je pense qu'en effet, il y a cette grande solitude de demandeurs d'emploi, cette grande solitude aussi de celui qui a un emploi et qui veut changer et qui a l'impression qu'il peut compter que sur lui-même. C'est très fatigant. Hein, ça peut être fatigant, mais ça peut être aussi très mobilisateur. Et je pense qu'on peut être solitaire, on peut être responsable de soi sans être seul ou se sentir complètement perdu. Donc c'est là-dessus qu'on va échanger. Alors d'abord, il y a eu cette révolution du CPF qui a été mise en place il y a 3 ans, avec maintenant tout le monde sa petite appli. Et je crois que c'est vraiment la dernière marche de cette vision de l'individu, petite entreprise, capital personnel, etc. C'est qu'on a déporté complètement la responsabilité de la formation tout au long de la vie sur la personne. Et ça peut être un peu angoissant. Et d'ailleurs, on commence à constater quelques effets qui ne sont pas forcément très pertinents. C'est que les personnes choisissent des formations qui ne sont pas forcément celles qu'elles devraient choisir. D'abord parce qu'elles ne sont pas très convergentes avec les besoins de leur entreprise et pas forcément très convergentes avec celles du marché du travail. Donc là aussi, savoir se faire accompagner pour bien utiliser son compte CPF. Là, je regardais les chiffres. Actuellement, c'est le permis de conduire et l'anglais qui sont les plus demandés. C'est bien, mais c'est certainement pas vers ça que ça va vous emmener vers des jobs de façon plus innovante et plus câblée pour demain. Il faut aussi compter avec les nouvelles formes de carrière. Donc, il faut accepter, dans ce contexte, que votre carrière va être pas linéaire, que vous allez avoir plein de changements. On parle de carrière sans frontières, de boundaryless career, qui sont des changements. Alors, des changements verticaux, ça c'est la promotion, mais des fois on peut être rétrogradé. J'ai eu un cas ce matin, quelqu'un qui m'a appelé et qui vivait une rétrogradation, mais qui ne voulait pas quitter son job. Des changements horizontaux, des changements latéraux. Ces grandes entreprises vous permettent de passer d'un métier à l'autre. Et puis on peut passer d'une entreprise à l'autre et puis revenir à son entreprise. Donc, il faut qu'on s'inscrit aussi beaucoup là-dedans. C'est pas forcément je laisse la terre brûler derrière moi, je déteste tout le monde. Non, c'est du capital humain qu'on va travailler pour contribuer évidemment à sa carrière, mais contribuer aussi aux entreprises avec lesquelles on travaille. Alors actuellement, puisque c'est quand même quelque chose qu'il faut se dire, c'est le contexte. Alors, en octobre 2021, là, j'ai regardé toutes les dernières études, particulièrement celles de la DARES, il y a quand même 300 000 emplois à pourvoir. C'est-à-dire qu'on est revenu à un niveau de chômage il y a plus de 12 ans, on parle de 2008, ce qui est assez extraordinaire, mais le problème, c'est que c'est très centré sur certains secteurs. Bon, si on cherche un emploi, peut-être que c'est quand même intéressant d'aller voir ces secteurs. C'est pas les secteurs les plus glamour qui font forcément les jobs les plus sympas. Ça, je l'ai énormément vu avec mes étudiants qui rêvent. Alors, c'est très genré, les filles de la mode et les garçons de la finance, même si c'est le contraire, et qui trouvent des boulots très ingrats, s'épanouissent pas du tout, alors que dans le BTP, l'industrie, peut-être le grand âge, eh bien, ils vont se révéler. Il y a une tension. Donc, sur le marché du travail, elle est intéressante à essayer de comprendre. Alors, il y a un désalignement de l'offre et de la demande de façon quantitative. Parce que, en effet, les métiers qualifiés, le vivier de métiers qualifiés ne correspond pas forcément aux recherches de compétences du marché du travail. Il y a aussi le problème de l'attractivité. Alors, on l'a vu, on l'a beaucoup dit, les médias s'en sont fait l'écho, le bâtiment, l'hôtellerie-restauration, plein de désaffection parce que les conditions de travail et d'emploi ne sont pas assez bonnes.
On voit le même phénomène aux États-Unis de façon massive. Et comme le disait Biden, peut-être que si vous payez mieux vos employés, peut-être qu'ils seraient plus appétents au job que vous leur proposez. Et puis, il y a d'autres facteurs, c'est classique. Le revenu de remplacement est pas assez incitatif, les contraintes géographiques, la mobilité est un frein, les compétences, on l'a dit, ne sont pas là. Et puis, il y a des turnovers très, très élevés dans certains métiers. L'industrie du numérique, l'autre jour, j'étais avec une entreprise du numérique, 40% de turnover, parce que les personnes sont bankable et passent d'un métier à l'autre. Donc, ça montre que forcément, par exemple, il y a 13 000 personnes qui ont rejoint le secteur de l'hébergement et de la restauration entre février 20 et février 21, contre 400 000 personnes habituellement sur un an. Donc, il y a un vrai sujet et il faut peut-être se dire, je vais raisonner complètement différemment. Et peut-être que dans les secteurs dont l'image est plus ingrate, le ressenti, la vision, peut-être qu'il y a des super opportunités à prendre. C'est le sens de mon propos ici. Alors, il faut aussi penser diplôme. Vous voyez, ce petit graphique qui est aussi assez récent montre qu'en fait, quand on est diplômé, on est beaucoup moins exposé au chômage que quand on ne l'est pas. Et plus le diplôme est élevé, en effet, plus cet écart se forge. C'est assez intéressant à regarder. Parce que tout le monde, il faut le savoir, c'est la formation tout au long de la vie, peut à un moment se dire, je vais repartir faire des études. J'ai un bac plus 2, je vais vers une licence pro, j'ai un bac plus 3, je vais vers un master. Et c'est intéressant de voir qu'on est en France, la France adore les diplômes, mais c'est vrai que c'est quand même une sacrée corrélation et causalité par rapport au chômage. Juste, si je peux me permettre, il y a quelques questions qui sont en train d'être posées là sur le chat. Je vous invite, je vois Marie-Estelle, je vois Séverine là qui est en train d'écrire. N'hésitez pas à poser vos questions, par rapport aux remarques que vous faites sur la présentation. Et puis on a tout un passage de notre intervention qui sera relié justement à la réponse à vos questions. Donc voilà, Marie-Estelle, Séverine, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Oui, ça sera vraiment avec plaisir, mais comme souvent, voilà, on avance. Alors, le diplôme, c'est très important, mais il ne faut pas le voir comme une assurance tout risque. Moi, je vois les étudiants sont persuadés qu'avec le Master 2, ça y est, la clé magique sur le marché du travail, il n'y aura plus rien à faire. Quand on leur dit que ça sera certainement dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ils reviendront sur les bancs d'une école, d'une université ou en ligne, mais amenés à se reformer, ça, il faut le comprendre vraiment dès le départ. Parce qu'il y a de plus en plus de diplômés, que si ça réduit le chômage, c'est pas forcément, on le voit, il y a aussi une augmentation du chômage chez les jeunes diplômés. Et les explications, c'est que le niveau du diplôme baisse. Bon, je ne m'apesantirai pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même des études qui montrent que un Master 2 maintenant n'est pas l'équivalent d'un Master 2, par exemple, il y a 10 ans. Qu'on a un problème de diplômes qui ont été créés qui sont des véritables boissons issues, où justement l'employabilité par ceux qui les ont conçus n'a pas du tout été réfléchie. Ça, c'est un vrai problème. Donc, on fait des super études, on fait un super diplôme, on s'éclate, puis il n'y a rien au bout. Et puis, il y a des diplômes qui sont obsolètes. Et ça, moi, j'alerte beaucoup les jeunes étudiants et leurs parents et leurs familles, mais les moins jeunes aussi. Il ne faut pas regarder dans le rétroviseur quand on prend une formation. Il faut regarder dans les nouveaux métiers émergents. Alors, c'est une prise de risque, et ça peut être moins rassurant, mais savoir choisir son orientation quand on va vers du diplômant ou même du certifiant, savoir en changer si ça ne convient pas, c'est vraiment une clé de succès pour développer son employabilité. Alors, à côté du diplôme, et j'irai avec, il y a en effet les acquis de l'expérience, donc les reconnaissances des acquis de l'expérience, c'est-à-dire que l'entreprise ou la formation est capable de reconnaître tout ce que vous avez acquis comme expérience dans vos jobs précédents. Alors, c'est plutôt une expérience professionnelle, mais s'ajoute aussi à cette expérience professionnelle une expérience personnelle. C'est-à-dire que vous avez été dans une association, vous avez fait un tour du monde. Je pense aux jeunes, aux très jeunes qui disent « mais moi, j'ai pas d'expérience professionnelle ». Oui, mais tu as une expérience de plein de trucs que tu as fait en développant une capacité, je sais pas, chez les scouts, encadrement chez les scouts, en faisant de l'encadrement sportif. Voilà. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Et il ne faut pas oublier, à côté de la RAE, la reconnaissance des acquis professionnels, la VAE, qui est la validation des acquis professionnels, qui existe depuis près de 20 ans, qui n'est pas assez utilisée et qui permet aux personnes d'avoir
quelle qu'elle soit, et tout simplement avec 1 an d'expérience professionnelle, qui permettent d'avoir tout ou partie d'un diplôme en validation d'acquis. Alors, je reconnais, pour l'avoir beaucoup pratiqué, que c'est très lourd, c'est souvent beaucoup trop lourd, beaucoup trop long, mais ça permet aussi à beaucoup apprendre sur soi-même parce que tout le travail qu'on fait pour justifier cette validation d'acquis, c'est très réflexif. Et la réflexivité, c'est une des grandes compétences de demain, clairement, qu'on attend dans les entreprises. Et ça fait gagner ensuite du temps et peut-être une valorisation différente encore de son parcours. Alors, quels sont les leviers de l'employabilité? Il y en a 5, je vais passer très vite. C'est la flexibilité. D'abord, il faut être flexible. Et là, j'ai mis un monsieur qui fait le grand écart, mais c'est comme un muscle, la flexibilité. C'est-à-dire cette capacité à s'adapter en interne ou en externe, à la mobilité, à changer de job. C'est vrai que si vous n'avez pas changé de job depuis 30 ans, ou 25 ans, ou 20 ans, ça sera beaucoup plus compliqué que si vous avez l'habitude de le faire tous les 3 ou 5 ans, ce qui peut être une bonne périodicité. Et la flexibilité, c'est aussi l'attitude positive vis-à-vis d'un changement d'emploi. Parce que ça sera aussi très bien vécu par votre supérieur hiérarchique, par votre entreprise. Deuxième levier, la motivation. C'est-à-dire la capacité à bien connaître le marché du travail, à être convaincant, à se présenter, à être clair sur son projet professionnel. Et tout ça, ça renvoie aux techniques, à la connaissance des procédures. C'est-à-dire, c'est une motivation, bien sûr, à trouver, mais c'est pas que de l'attitude. Ah, j'ai envie. C'est du comportement. Et là, il y a des personnes qui peuvent vous aider à mieux travailler vos techniques de recherche d'emploi et mieux connaître le marché du travail. Et je répète, c'est pas votre papa, c'est pas votre sœur, c'est des personnes que vous ciblez dans un réseau professionnel. La troisième chose, c'est le réseau. Donc, j'en ai parlé, je n'y reviens pas trop, les ressources sociales, l'accès à l'information et donc toutes les relations personnelles, évidemment, qu'on peut mobiliser. Ensuite, il y a les gestions personnelles de sa carrière, c'est-à-dire la capacité à anticiper. Il ne faut pas attendre que l'usine ferme, il ne faut pas attendre d'en avoir ras-le-bol et d'être en burn-out total. Non, il faut être capable d'anticiper et d'être sur de l'apprentissage continu. Voilà. Et se dire, mon métier évolue, ma boîte évolue, eh bien, je suis aussi capable d'évoluer et pas en réactif, mais en proactif. Savoir demander une formation de quelques jours sur une langue qu'on maîtrise mal, savoir demander une formation sur un logiciel et pas le vivre comme quelque chose de subi. Le dernier, c'est les qualités professionnelles. C'est tout ce bagage dont j'ai parlé, de savoir, de savoir-faire, de compétences qu'on vous demande. Voilà. Et tout ça, ça vous permet, si vous êtes bien conscient de ce bagage, ce qui est important, parce que vous savez faire plein de choses, mais peut-être que vous ne les verbalisez pas, vous ne savez pas les expliciter. La première exercice, c'est de faire son CV et de savoir en effet comment on explicite ce qu'on savait faire ou ce qu'on sait faire. Et ces qualités professionnelles vous permettent d'avoir une bonne employabilité. Alors, dans le monde actuel, de plus en plus, on parie sur les soft skills. Donc, ces compétences qui sont des compétences qu'on dit douces, ces compétences relationnelles et personnelles et qui vont à côté des hard skills et compétences techniques. Alors, je rappelle quand même qu'en 2 mots, la compétence, c'est une aptitude d'un individu à mobiliser une combinaison de ressources internes hétérogènes et de ressources organisationnelles en vue de produire un résultat. La compétence, c'est pas l'aptitude ou le potentiel. La compétence, elle est toujours en action. On l'évalue en action sous le regard de l'autre. Donc, pour être compétent, il faut avoir fait. Le diplôme, c'est un bagage de potentiel et d'aptitude si on n'a jamais travaillé avant. D'accord? Et l'intérêt des soft skills par rapport aux hard skills, c'est qu'elles ne se périment pas de la même façon, elles n'ont pas d'obsolescence, elles sont transférables, elles vous appartiennent bien à vous. Et il y a de plus en plus d'expériences très intéressantes qui sont faites, par exemple pour des personnes en retour à l'emploi, qui ont développé des soft skills dans un métier, mettons, de commerciaux, et qui vont se retrouver dans un métier d'accompagnant, ou le contraire. J'étais hier avec une entreprise qui travaille, c'est Corian, qui travaille sur les soft skills de ses personnels pour aller vers des métiers chez Monoprix ou Richebourg, ou inversement. Donc, il y a de plus en plus cette réflexion sur les soft skills qui me paraît tout à fait intéressante. Alors, pour un manager opérationnel, j'ai repris une nomenclature assez classique, qui est celle du Progress, où vous voyez, parce qu'avec les soft skills, on peut raconter tout et n'importe quoi, et il y a des nomenclatures qui existent. Alors, vous voyez celle-là, efficacité personnelle, relations et services, impact et influence, orientation résultat et compétences cognitives.
Chacun de ces grands plots, de 5 grandes compétences, se décline. Contrôle de soi, confiance en soi, adaptabilité, créativité, apprentissage tout au long de la vie, c'est des mots que j'ai cités et qui font votre efficacité personnelle. Compréhension interpersonnelle, orientation client, coopération, communication font votre capacité à être en relation et en cette relation service vis-à-vis d'autres personnes et vis-à-vis d'autres unités de votre entreprise. Après, vous avez l'impact et l'influence, qui est la connaissance de l'organisation, le leadership, le développement des autres. Voilà, donc vous avez l'ensemble de ces compétences soft auxquelles vous pouvez réfléchir en vous disant, est-ce que j'ai véritablement ces compétences pour moi et qui sont des compétences que je vais pouvoir faire valoir. Alors, il y a un petit raté dans mon slide, c'est que j'avais mis en jaune les compétences qui correspondaient plus à un management opérationnel, donc qui sont très nombreuses. Hein. On voit sur l'efficacité personnelle qui sont celles d'un manager opérationnel. Par contre, la créativité, peut-être que si vous voulez être un peu plus que dans l'opérationnel pur, il va falloir travailler votre créativité, qui existe peut-être déjà, mais qu'il va falloir encore muscler. De la même façon, toute la compréhension, la coopération, l'orientation client, oui, mais la communication. Peut-être que la communication est quelque chose qui est moins opérationnel et qui permet d'aller vers des jobs si vous en avez envie. De même, le leadership, vous voyez. Et vous pouvez travailler comme ça, ce petit ensemble, en vous disant où je suis très présent, qu'est-ce que je peux travailler, le sens de l'initiative. Vous voyez, je vous ai dit, le management opérationnel, c'est plutôt quelqu'un qui est dans une configuration où il va décliner une stratégie. Et plus de l'initiative montrera que vous êtes peut-être capable d'aller plus vers un management stratégique. Voilà. Alors, pourquoi changer de fonction? Les bonnes et les mauvaises raisons. Alors, il y a les mauvaises raisons. Il y a les bonnes raisons. Je suis plus en phase avec mon entreprise, mes valeurs personnelles. Mon travail n'a plus de sens. Il y a un mauvais climat. Je suis stressée, je suis angoissée, je m'ennuie. J'ai le sentiment de ne plus faire les choses bien. Ma conciliation vie privée, vie professionnelle, n'est plus bonne. Mon sentiment de ne plus progresser, un sentiment de ne plus progresser. Ça, c'est des bonnes raisons. Et il ne faut surtout pas rester si vous avez tout cet ensemble. Vous allez être malheureux, vous allez moins bien faire votre travail, vous allez être absolument angoissé et vous allez vous désengager de votre travail. Les mauvaises raisons, c'est plutôt les mauvaises raisons de rester. Pourquoi je resterai? Et là, des fois, on reste parce que c'est ce qu'on peut appeler le syndrome de la cage dorée, parce que je ne suis pas mobile, parce que j'ai peur de perdre mon salaire, parce que j'ai peur. Et en effet, en travaillant votre employabilité et en travaillant mieux cette employabilité, vous aurez plutôt des bonnes raisons de partir que des mauvaises raisons de rester. Voilà, ça va être trop compliqué, je vais perdre des avantages. Hein, moi, je connais plein de gens qui sont dans des super boîtes, il y a des comités d'entreprise géniaux, il y a des 13e mois, il y a des 14e mois, ils s'enquiquinent, ils s'ennuient, ils dépérissent, mais ils vont rester. Peur de déménager, c'est ce que je vous disais, ça se travaille. Voilà, je ne sais pas faire, tout ça se travaille. J'aime bien mes collègues, oui, mais est-ce que c'est suffisant pour bien faire son job? Voilà. Après tout, c'est supportable. Ouais, c'est supportable 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans, puis après on se retrouve en burn-out. Voilà, donc ça, c'est vraiment les mauvaises raisons de ne pas changer de fonction. Alors, comment agir? Et je vais terminer là-dessus. Alors, d'abord, si vous êtes à peu près convaincu des bonnes raisons que vous avez envie de changer, que vous avez à peu près compris qui vous étiez, etc., premier conseil, sollicitez un entretien professionnel. Alors, auprès de votre RRH, auprès de votre manager N+1, bien sûr, si le climat convient. Si vous avez quelqu'un, si dans l'entreprise, on considère que c'est une trahison quand on pense à vouloir évoluer, c'est évidemment un problème. Mais je conseille toujours la transparence et vous pouvez très bien aller les voir en leur disant que vous avez envie d'évoluer. Ça ne veut pas dire que vous avez envie de partir. Ensuite, faites ce travail d'évaluation et de développement de vos compétences, parce que peut-être qu'on va vous renvoyer une image que vous n'êtes pas au taquet, vous voyez peut-être meilleur que vous n'êtes. Demandez une formation, n'hésitez pas, il faut travailler la formation. Ça sera l'occasion de vous d'être réflexif et ce sera l'occasion de rencontrer des personnes très différentes et de vous rendre compte que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Entretenez votre réseau, ce réseau intelligent et professionnel dont je vais parler, réseau personnel, réseau professionnel digital, avec des occurrences de rencontres.
C'est-à-dire, moi, j'ai régulièrement des personnes qui, sur LinkedIn, me contactent en me demandant des conseils. Voilà, ça peut marcher, même si c'est des personnes que vous ne connaissez pas forcément de près. Acceptez les nouveaux challenges. Montrez dans votre entreprise que vous êtes capable justement de cette flexibilité et de cette mobilité et travaillez votre confiance en vous. Sachez être confiant parce que c'est comme ça aussi que vous donnerez confiance à ceux avec qui vous voulez travailler. Préparez-vous aussi à de nouvelles modalités de recrutement. Alors, il y a bien sûr le CV, l'offre d'emploi, l'entretien assez classique, mais il y a maintenant de plus en plus des choses différentes. Alors, par exemple, dans le numérique, les offres d'emploi qui sont codées cachées dans des codes sources, parce qu'on considère que je veux quelqu'un qui est curieux et puis qui est capable d'aller fouiller dans les codes sources de l'entreprise. Le hackathon, qui peut être aussi une façon ou speed dating, qui peuvent être des moyens en 3 minutes de, entre guillemets, se vendre. Tous les serious games, les entretiens vidéo différés de plus en plus, qui utilisent l'intelligence artificielle. Vous êtes devant votre écran, vous faites votre entretien, et c'est ça qui va remplacer l'entretien avec la personne. Donc, préparez-vous aussi. Ce sont des entraînements à ces différents nouveaux types de recrutement. Et puis, soyez visible. Ça sera mon dernier conseil. Créez bien sûr votre profil LinkedIn. Faites-le vivre. Construisez votre récit. Travaillez ce qu'on appelle le personal branding, votre marque personnelle. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à raconter? On ne vous demande pas d'être Superman ou d'être Superwoman, mais de vous identifier. Alors, je parle bien sûr du marché professionnel, je ne parle pas de Facebook et du réseau perso. Voilà, pourquoi est-ce que j'aurais envie de vous recruter et de vous faire évoluer dans l'entreprise? Donc voilà, un petit peu ce que je voulais vous dire. Je voulais terminer quand même avec quelque chose d'important, c'est les ancres de carrière. Les ancres de carrière, c'est Shine qui a mis ça, un sociologue au jour il y a quelques années, mais ça fonctionne très bien. Et c'est vraiment un conseil que je vous donne. Qu'est-ce qui est pour vous votre ancre de carrière? Au sens, quel est pour vous le guide dans votre vie, votre fil rouge de carrière? Alors, il en identifie 8, il y en a une 9e qui a été rajoutée. Je vais aller assez vite. Ça peut être une ancre technique. Vous êtes un expert et votre but dans la vie, c'est toujours vous améliorer par rapport à cette expertise. Vous aimez le management et c'est plutôt ça dans lequel vous voulez vous épanouir. Vous êtes autonome, la liberté avant tout. Vous cherchez plutôt le confort, la sécurité et c'est ça qui va vous guider dans vos différents emplois. La créativité, c'est des métiers auxquels vous voulez parce que vous voulez être créatif dans différents secteurs d'activité. Le dévouement, préférez travailler au service des autres. Le défi constant, voilà, vous aimez franchir les obstacles. La qualité de vie est importante pour vous, ce qui est un peu différent du confort, c'est-à-dire que vous voulez gagner plus, vous voulez avoir des meilleurs moyens d'existence et puis un meilleur équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Et puis l'international, absolument voyager à travers le monde et avoir des cultures différentes. Prenez 2 minutes, réfléchissez à cette ancre de carrière. Ce n'est pas, vous pouvez passer de l'un à l'autre parce que la vie évolue. Vous pouvez avoir des moments où il y a plus de défis et d'autres plus de dévouement. Mais en y réfléchissant, et ça, moi, je l'ai vécu, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez un fil rouge et c'est ça qui vous rendra heureux dans les choix de vos métiers. Donc, ça me paraît quelque chose d'important. Et pour terminer, soyez votre best friends forever. Soyez votre meilleur ami. Il faut que vous vous aimiez pour être à l'aise dans ces questions de changement de métier et d'évolution de carrière. Merci Isabelle. Alors la question maintenant, c'est de savoir si nos auditeurs du jour ont tendance à s'aimer ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir sur le chat. Ce qu'on vous propose maintenant, donc Isabelle a bien respecté le timing sur la demi-heure et je le remercie beaucoup. Donc on a abordé beaucoup de notions, beaucoup de sujets. Il y a déjà une dizaine de questions qui sont posées. Là, on va revenir peut-être sur les premières questions pour respecter un petit peu l'ordre d'arrivée des questions. Alors, il y a une première question, Marie-Estelle, vous intervenez sur « J'ai l'impression que le salarié est prêt à avoir différents postes, vivre le changement, mais est-ce que les entreprises sont aujourd'hui assez ouvertes sur le sujet pour comprendre des parcours très variés ?» Effectivement, c'est une excellente question. C'est une excellente question. C'est vrai que entre ce qu'on dit souvent, l'attitude et le comportement,
Il y a beaucoup de discours sur la variété, en effet, des parcours. On aime les gens agiles qui sont passés d'un endroit à l'autre. Et puis, au bout du bout, c'est souvent beaucoup des copier-coller qu'on trouve parce que il y a une prise de risque dans le recrutement et cette prise de risque, elle n'est pas toujours assumée. Mais j'ai envie de dire que si on veut faire bouger les lignes, il faut aussi que les personnes qui sont en recherche d'emploi arrivent à le dire. Et je pense qu'il y a de plus en plus dans les RRH, enfin moi j'en vois beaucoup, des gens qui ont envie justement d'autre chose, parce que autrement, vous voyez, ces notions aussi de diversité, de profil, de diversité de carrière, sont quand même de plus en plus ancrées dans des entreprises qui ont besoin d'innover, qui ont besoin de changer. Puis j'ai envie de dire, il y a une bonne nouvelle, quelque part dans ce qui nous est arrivé, avec tous ces 18 mois sous pandémie, eh bien les gens ont beaucoup changé. Ils ont changé, ils ont envie d'autre chose. Et aux États-Unis, où il y a la flexibilité, la mobilité sur le marché du travail est très grande, c'est des dizaines de millions de personnes qui sont en train de changer de job. Et en France, c'est moins fort. Mais du coup, je pense qu'on va avoir de plus en plus cette sensation de parcours. Sans forcément peut-être répondre à une question qui a été posée, mais je trouve que ton observation est intéressante parce que ça permet peut-être de rebondir sur ce que dit Séverine. Il y a cette histoire de diplôme en France qui est toujours d'actualité, sur lequel nous, on va pas se cacher. Vous avez derrière moi le bandeau IGS avec accompagnateur de réussite et c'est vrai que nous, on dit beaucoup sur ces diplômes qui sont proposés aux managers pour pouvoir franchir un cap, prendre des responsabilités, développer leur employabilité. Est-ce que tu sens que cette culture du diplôme, pour pouvoir développer son employabilité, elle est toujours aussi présente en France ou est-ce que la culture anglo-saxonne qui fait plutôt confiance à l'expérience et à la compétence au sens ce que j'ai mis réellement en œuvre dans mes expériences professionnelles, où on en est par rapport à ça, Isabelle? Alors, ça fait des années que je dis que la France est atteinte de diplomites. Et c'est vrai que c'est un des pays qui est les plus attachés au diplôme quand on regarde des études internationales et c'est un fléau quelque part. Moi, j'arrête pas de dire à mes étudiants, mais faites un bac+2, allez voir la vie, revenez à un bac+3, allez voir la vie. Mais cette construction qu'on voit dans d'autres pays, ou carrément sortir sur le marché du travail avec un 2 ou un 3, et puis voilà. Non, il y a un mythe en France du bac+5. Et c'est vrai qu'à force de l'avoir valorisé, de l'avoir massifié aussi, parce que on peut prendre des chemins pour aller au bac+5 sans être hyper performant, eh bien, il faut le dire, ça ne tire pas vers le haut les compétences des jeunes diplômés qui, du coup, j'en ai encore vu récemment, vont faire un Master 2, vont rempiler sur un deuxième Master 2 et vont faire un Master spécialisé après. Il y a juste quelque chose qui ne va pas dans le royaume français de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Donc, il y a aussi tous ces diplômes qui sont passionnants, mais qui n'aboutissent pas à grand-chose. J'en sais quelque chose à l'université. Donc, c'est clair. Là, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas… Et beaucoup de déceptions. Parce que du coup, on est recruté à bac+5 après une école d'ingénieur ou une école de management, sans avoir le statut cadre, sans avoir le salaire auquel on pensait pouvoir prétendre. Et ça peut être très déceptif. Et là, on en revient à ce que finalement, Séverine, je ne sais pas si Séverine, vous voulez intervenir par le chat, mais ce que vous nous disiez, maintenant, pour des diplômes, tout est tiré vers le bas, les ingénieurs sont pris sur des postes de techniciens, sans que les métiers aient évolué vers le haut. Ça va dans le sens de ce que tu dis. Alors, la différence se fera sur… Évidemment, le diplôme devient un socle nécessaire, mais la différence se fera sur l'étudiant qui a été capable de faire de l'alternance, d'avoir fait une année de césure, d'avoir démontré dans sa vie personnelle qu'il était quelqu'un, justement, à potentiel. Et se contenter du diplôme, c'est un socle. Mais ce n'est pas, je l'ai dit, l'assurance pour… Est-ce que tu es en train de dire que finalement, alors même si c'est compliqué aujourd'hui parce que les moyens pour financer de l'alternance restent limités, voilà. Est-ce que finalement des jeunes qui aujourd'hui font le choix d'aller vers l'alternance et l'apprentissage quelque part sont plus employables que des jeunes qui ont un profil un peu plus, on va dire, diplômant, 100% diplômant avec quelques stages. Comment tu vois les choses? Alors, je dirais, il faut se connaître. Moi, j'ai des étudiants qui ne sont pas capables de gérer l'alternance, qui n'ont pas envie, mais qui vont faire des choses formidables à l'extérieur. Mais en effet, l'alternance, c'est formidable. C'est une voie absolument royale à l'intégration, mais c'est très exigeant aussi. Et ça peut être perçu par certains étudiants comme un peu trop enfermant. Donc, je crois qu'il faut en faire quelque chose de tout à fait positif, mais ne pas en faire non plus la clé absolue de tout. Et moi, j'ai envie de dire que ce qui est très intéressant, c'est l'étudiant qui est capable d'être curieux, qui développe des soft skills au moment où il étudie.
le pire du pire, c'est l'étudiant qui ne fait que son diplôme, que sa formation, qui se contente que de ça, et on en voit beaucoup, qui sont des vrais consommateurs passifs de formation. Qu'on soit en formation continue plutôt pour adultes ou qu'on soit sous statut étudiant, de toute façon, l'important, c'est d'aller développer ses soft skills et son comportement personnel et s'ouvrir par rapport à ça. Et j'ai des étudiants qui ne sont pas en alternance, mais qui ont des activités d'auto-entrepreneurs à côté, qui sont dans des associations où ils font des trucs incroyables. Ceux-là, on a envie de les prendre. Voilà. Le problème, c'est celui qui a fait juste ce qu'il fallait. Alors, je voudrais qu'on change de sujet, enfin qu'on oriente notre conversation sur un autre sujet qui là aussi est très intéressant. Alors, je ne sais pas comment vous vous appelez, parce que là, c'est monsieur ou madame Cellier. Voilà, donc n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour donner votre prénom. Il y a un rapport à la mondialisation et le fait que la main-d'œuvre moins chère va devenir un grand sujet pour les services support. Bon, alors en l'occurrence, vous parlez des gestionnaires de paye, des graphistes. Que faire contre cela? L'employabilité ne pourra pas répondre au coût de la main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, c'est déjà quelque chose qui a été très entamé, mais c'est vrai que le offshoring est quelque chose qui est de plus en plus et qui va se développer en plus. De toute façon, on va déjà le vivre avec le développement du télétravail qui est largement en place. Donc, la capacité à proposer des métiers et des fonctions à distance va être valable et va ouvrir évidemment l'éventail des recherches de compétences. Alors, le problème, c'est en effet la qualité, c'est réduire beaucoup de travailleurs à un travail du clic, c'est-à-dire des jobs complètement formatés et qui risquent d'être d'ailleurs remplacés ensuite par l'intelligence artificielle. Et là, on va pas vous demander d'être employable, on va vous demander d'être efficace dans les 24 heures ou dans la semaine qui suit, puis le jour où vous serez remplacé, vous serez remplacé. Donc, c'est là où il faut interpeller les individus. Alors, les pauvres, s'ils sont au fond de l'Inde et puis ils travaillent pour 3 € par semaine ou 3 € par jour, là, ils n'ont peut-être pas le temps ou l'énergie ou les capacités à le faire, mais le conseil que je donne, c'est travailler en effet votre employabilité pour éviter ça. C'est-à-dire, et puis après, il y a le réflexe de la qualité pour les entreprises. On voit quand même un mouvement de ramener des fonctions qui avaient été offshorées. On voit quand même des tendances à les ramener. Je pense aux services clients, aux services après-vente de plus en plus, parce que au bout d'un moment, le client est pas content. Donc, voilà. Mais c'est vrai que il y a deux phénomènes, je pense, qui font que l'employabilité est encore plus au cœur du sujet. C'est le distanciel, donc la digitalisation, qui est une chose. La deuxième chose, l'intelligence artificielle, qui va disrupter et faire disparaître plein de métiers. Et est-ce que là, j'ai volontairement remis à l'écran la notion de flexibilité dans les leviers de l'employabilité? Est-ce que tu confirmes que face à ça, il faut être beaucoup plus adaptable? Voilà. Il faut être proactif, c'est-à-dire qu'il faut anticiper. Ce dialogue, par exemple, avec l'intelligence artificielle, qui est une soft skills, mais qui rejoint un peu la hard skills aussi, parce que voilà, se mettre à tout ce qui est intelligence artificielle, data, c'est essentiel pour beaucoup des métiers qui arrivent et pas seulement les métiers de gestion de paye ou d'orientation ou de relations clients. Alors moi j'ai une question et après j'ai vu aussi Audrey qui pose une question sur les seniors. On va répondre à d'autres questions, Audrey, mais avant de parler des seniors, il y a une question qui me chatouille. Moi, t'as beaucoup parlé de la responsabilité individuelle du manager opérationnel dans la gestion de son employabilité. Mais est-ce que pour autant, nous qui travaillons au quotidien avec des DRH, qui eux raisonnent gestion prévisionnelle des emplois, des compétences, alors je ne sais plus comment ils l'appellent maintenant, c'est le terme a un petit peu évolué, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part une responsabilité collective de la part de l'entreprise de faire en sorte que ces managers puissent rester employables dans un environnement qui est de plus en plus complexe? Alors, je dirais, c'est quand même le gros souci de beaucoup de DRH et de RRH, c'est en effet travailler le développement des compétences des collaborateurs, de repérer ceux qui sont justement… Mais mon propos était plutôt d'orienter sur les personnes. Bien sûr. Avec ce que j'ai dit, l'externe, donc ma capacité, parce que mon entreprise ne m'accompagne pas, il ne me propose plus rien à m'externaliser, mais aussi en interne. Parce que c'est une co-construction. Le DRH ou le RRH ou le manager, le N+1, il va se tourner vers la personne qui montre des… Voilà. Certes, on va accompagner tout le monde, mais si on veut être particulièrement employable, progresser, il faut aussi y mettre de soi. Donc,
Mais c'est vrai que… Et alors après, il y a les grandes entreprises qui sont hyper matures en RH et qui font des choses formidables. Puis il y a beaucoup d'entreprises où c'est pas le sujet. Je ne vais pas caricaturer trop parce qu'il y a des PME extraordinaires, mais c'est vrai que dans beaucoup de petites entreprises, le sujet du jour, c'est le sujet du jour. Et on n'est pas dans l'idée que la formation, parce que ça passe beaucoup par la formation, est un investissement immatériel. C'est plutôt un coût. Et le CPF aussi… il faut le dire, mis un coup de canif aussi dans ce contrat un peu entre l'entreprise et la personne. Tu vois, on a votre prénom, Françoise, Madame Cellier, c'est Françoise, qui nous dit que le Code du travail prévoit que l'employeur doit assurer l'employabilité. C'est une obligation. Oui, non, mais c'est clair. Mais après, comment ? Voilà. Alors, peut-être aborder la question de l'employabilité des seniors. Oui. Alors, on a plusieurs interventions sur le sujet. On a Audrey qui nous dit quid de l'enjeu de l'employabilité des seniors alors que la durée de travail augmente et que la durée des compétences diminue. Et on a Chantal qui nous dit, moi voilà, j'ai 60 ans, mon dernier master date de 2013 et j'éprouve le besoin de mettre à jour mes connaissances. Voilà. Alors, ça, les seniors, j'étais hier à un atelier, une table ronde qui présentait un rapport qui a été conduit par 3 députés justement sur alors, ce qu'ils appelaient non plus les seniors, mais les travailleurs expérimentés. Et c'est vrai que le marché du travail s'est construit depuis les années 80 sur une idée complètement bizarroïde. C'est que si on faisait sortir les personnes les plus âgées, il y aurait plus d'emplois pour les plus jeunes, avec toutes les images qui vont avec. Et là, on est il y a tout à déconstruire parce que tout a été détruit. Et c'est vrai que l'obsolescence du senior, elle est terrible. Là, encore hier, on regardait les chiffres, c'est une catastrophe. Et être senior sur le marché du travail, je rappelle, c'est 45 ans. Et à 50 ans, le coup près tombe. Je viens de fêter mes 46 ans. Voilà, je suis senior. Bonjour à tous. Et donc, alors après, avec des grandes diversités, quand on est à l'université comme moi, plus on vieillit, plus on se bonifie. Quand on est dans le numérique, avec tout ce qui arrive tous les 3 mois de nouveautés, à 30 ans, on est déjà… et je rappelle qu'on est senior au football à 18 ans. Mais du coup, c'est un vrai sujet, Et il y a plein de choses que ce rapport, que je pourrais éventuellement mettre en lien dans le chat, montre, mais ça passe aussi par beaucoup aussi de représentations qu'on a. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Les entreprises ont quand même du mal à faire confiance à des gens dont ils savent que l'horizon est assez court, en définitive, donc on ne va pas les mettre en formation, on ne va pas parier sur eux. Il y a toute cette image aussi de la fracture numérique. Un truc qui a fait hyper du mal, c'est cette catégorisation, vous savez, avec les X, les Y, les Z, les vieux, les jeunes, voilà. Et il y a aussi, malheureusement, depuis 40 ans, 50 ans que ça arrive, une intégration de cette vision des seniors qui passent leur temps à prouver qu'ils sont jeunes et qui n'arrivent pas à faire valoir avec suffisamment d'assertivité toute l'expérience qu'ils ont à mettre au sein de l'entreprise. Donc là, ce rapport à travailler là-dessus, il y a une vraie vulnérabilité, ce qui est complètement, j'ai envie de dire, débile, j'ai pas d'autre mot, par rapport au vieillissement de la population qui est énorme, par rapport au manque de compétences que j'expliquais tout à l'heure. Puis le fait qu'on travaille plus longtemps pour financer les retraites, etc. Voilà, et avec évidemment le problème des retraites. Et quand on regarde des pays, alors moi hier je regardais des pays comme Taïwan, qui sont des pays qui ont une démographie encore plus catastrophique, ils ont développé des choses très intéressantes. Des exosquelettes pour aider des personnes qui en vieillissant seraient moins solides et puis surtout pas s'abîmer pour certains travails, des droits avec des tarifs préférentiels à reprendre ses études justement à 60 ou 65 ans voire au-delà, et puis quelque chose de très important qui nous manque, des rôles modèles. Des gens qui ont leur doctorat à 80 ans, qui passent leur bac à 90, parce que senior, ça peut aller très loin. Tu me donnes une idée quand je suis en retraite, moi qui ai toujours rêvé de faire un doctorat, je manque un peu de temps en tant que manager opérationnel. Je pense qu'effectivement, à la retraite, pourquoi pas. Alors, donc la personne qui nous dit qu'elle veut reprendre ses études, c'est Chantal, à 60 ans, faites-le. Et j'espère, parce que l'autre jour, j'avais justement un témoignage contraire, qu'on ne vous, entre guillemets, on ne vous l'interdira pas l'entrée dans un master ou un MSc à cause de votre âge. Ça serait juste fou. Mais j'ai eu ce témoignage. Donc, la formation tout au long de la vie, c'est tant qu'il y a de la vie. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la retraite n'est pas l'arrêt de la vie sociale et du travail. Toutes nos associations
fonctionne avec des seniors qui d'ailleurs aimeraient bien souvent passer la main. Donc, il y a aussi toute cette capacité à continuer à progresser parce que je veux travailler au Resto du Cœur ou dans une association de quartier ou, voilà, et que j'ai besoin de compétences en informatique. Il y a une remarque qui est très vraie, si je peux me permettre, de Françoise, qui nous dit que bon, il y a plus d'ouverture pour les seniors dans les PME. La gestion de développement des compétences est peut-être moins installée, il y a moins de règles, on a peut-être plus besoin d'apports de compétences variées par rapport à l'expérience des managers opérationnels. Oui. Comme l'auto-entrepreneur, on voit aussi, alors il ne faut pas que ça soit le pis-aller, parce que ça l'est des fois, mais beaucoup de personnes seniors qui n'ont pas forcément retrouvé un emploi je voudrais se mettre à l'auto-entreprise. Isabelle, qu'on aborde un dernier sujet sur une question qui est là aussi très intéressante de Séverine. Pour les managers, Séverine constate que leur parcours d'évolution dans beaucoup d'entreprises semble pas du tout une priorité pour l'entreprise. Qu'est-ce que tu constates? Parce que moi, j'ai ma vision, on va dire, IGS. Alors, vous avez là, toujours pareil, nos programmes, etc. Je vous ai présenté très bien tout à l'heure ce qu'on fait pour les managers. On a quand même, nous, on constate quand même depuis la rentrée là, une vraie volonté des entreprises d'accompagner notamment leur ligne managériale, le manager opérationnel. Alors, peut-être pas sur des parcours diplômants parce que c'est engageant, parce que ça coûte cher, etc. Mais en tout cas, sur de la compétence un peu plus fine, il y a une prise de conscience, je trouve, moi, des entreprises qu'il faut investir chez les managers. Alors, je ne sais pas, Séverine, voilà, vous semblez d'avoir un avis différent. Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle? C'est un peu ce que je disais. Globalement, je ne sais pas ce qu'on peut en tirer. C'est vrai qu'il faut aussi être un aiguillon quand on est un manager. On va parler des managers opérationnels aujourd'hui, mais c'est valable pour tout le monde. Il faut être un aiguillon. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup vu de rendez-vous ratés. Je pense à des étudiants en alternance qui auraient voulu rester dans la boîte, qui ont attendu qu'on les désire. Et au moment de la soutenance du mémoire, vous savez, le moment où on fait « Oh ben, j'aurais bien aimé le recruter, mais visiblement, il a trouvé autre chose. » Et on voit l'étudiant qui dit « J'ai trouvé autre chose parce que je ne savais pas qu'on voulait de moi. » Alors, je mets ça sur le compte d'une forme d'immaturité. Il faut savoir, pour être désiré, se rendre désirable. Donc, il y a aussi cette co-construction qui se trouve. Mais c'est vrai qu'il y a des entreprises qui n'ont pas cette prise, cette reconnaissance au sens d'une personne qu'on fait grandir. Le management, c'est avant tout ça, hein, c'est faire grandir les personnes. Mais il faut reconnaître que c'est pas forcément. Nous, on a de beaux parcours de managers qu'on a accompagnés en interne ou sur des parcours intra, donc où la commande au départ est venue plus de l'entreprise, hein, qui a voulu accompagner des groupes de 10, 15, 20 managers qui rentrent sur des parcours diplômants parce qu'il y a une vraie volonté de l'entreprise aussi de leur permettre à la fois de développer leur employabilité, de franchir un cap, de prendre du recul sur leur activité opérationnelle. Vous savez, nous, à l'IGS, on accompagne beaucoup de managers en fait qui ont arrêté leurs études à bac plus 2, bac plus 3 et qui, on en parlait tout à l'heure, la contrainte du diplôme en France, etc., se trouvent un petit peu bloqués pour pouvoir évoluer et puis qui en plus ont besoin, après 10, 15 ans d'activité professionnelle, de vraiment prendre du recul. Donc voilà, c'est vrai que Séverine, peut-être que j'ai un discours qui va pas complètement dans l'autre sens, mais en tout cas, il y a un nombre d'entreprises qui rencontres des entreprises qui ont ce projet-là. Voilà. Alors, combien d'entreprises ne l'ont pas? Là, tu les vois pas, par définition. Mais il faut pas tout. Le paysage n'est pas noir. Hein. Par contre. Oui, il y avait une question. Oui, c'est Françoise qui me dit qu'effectivement, en ce moment, et on le constate, les formations à distance. Oui, donc là on est. Si vous voulez, il y a deux sujets. Il y a le sujet de répondre à un besoin urgent en formation sur de l'approche très modulaire d'une journée, 2 jours de formation, voire même des ateliers de 2-3 heures. On fait beaucoup ça aussi aujourd'hui. Où là, on va travailler juste un sujet pour répondre à l'urgence de l'entreprise. Là, en l'occurrence, effectivement, le management à distance, management hybride. Et puis après, il y a le sujet vraiment de faire prendre du recul à un manager sur un parcours de formation beaucoup plus important, où là, on part sur des durées d'accompagnement qui peuvent s'étaler sur 1 an, voire 2 ans, et qui peuvent aller jusqu'à l'obtention d'un diplôme. Mais ce qui est sympa, et moi j'en suis absolument persuadée, c'est qu'en travaillant le management à distance, on travaille le management tout simple. Et qu'on se rend compte qu'en présentiel, on avait beaucoup de petites failles dans son management et que le fait de le faire à distance, ça oblige à réfléchir à peut-être de meilleures pratiques qui seront valables tout à fait en présentiel. Alors là, je ne sais pas dans quelle structure vous travaillez, Chantal, ou l'expérience que vous nous présentez.
Quand vous nous dites que bon, vous avez, à 38 ans, j'ai vu une comptable de 50 ans, donc peut-être on revient un petit peu sur la population de seniors, rétrogradée au courrier, car elle voulait rester en entreprise. La RH m'a dit qu'elle était responsable de son employabilité. Ça existe, hein, c'est triste, mais ça existe. Hein. Je pense qu'on a beaucoup de récits de ce type où, en effet, les personnes ne sont pas considérées comme des personnes, mais comme des collaborateurs ou des salariés. Et, oui, ça c'est évident. Et c'est vrai que, je répète, l'employabilité, il faut le voir comme un muscle qui se travaille. Et moi, la dernière fois que j'ai quitté un emploi, il y avait ceux qui m'appelaient en me disant t'as raison de partir, parce que bon, le climat de l'entreprise n'était pas du tout bon, et qui se disaient mais moi aussi j'y pense. Et ceux-là, c'était des gens qui avaient eux aussi depuis 3-4 ans été dans l'entreprise. Et puis il y a ceux qui me disaient mais t'as raison, moi aussi je voudrais partir, mais j'y arriverai pas. Et eux, ça faisait 20 ans qu'ils étaient dans la boîte. Est-ce que tu confirmes un peu les propos de Séverine? C'est aussi un peu nous ce qu'on observe, c'est que quand même depuis le début de la crise du Covid, il y a une prise de conscience quand même du rôle important qu'assurent les managers opérationnels. Tu parlais des managers intermédiaires dans l'entreprise et qu'il faut les accompagner aujourd'hui. Clairement, oui. Ça, je pense que tout ce qui s'est passé ces 18 derniers mois a fait mettre le doigt sur d'abord des déficits du management. Comme je le disais, parce que le management à distance est beaucoup plus exigeant, mais nous aide à réfléchir au management tout court. Et puis, il y a eu en effet la prise de conscience de ces managers de première ligne avec leurs grandes compétences relationnelles. Je disais qui anticipent les crises, qui sont là et qui font tourner la boutique. Hein. C'est ça aussi, hein, un manager opérationnel, c'est quelqu'un qui fait tourner la boutique. Et on s'est rendu compte, c'est eux qui avaient fait tourner beaucoup d'entreprises au jour le jour dans des conditions très difficiles. Alors moi juste avant de vous quitter, juste pour ceux qui seraient curieux et qui voudraient développer leur employabilité sur un parcours diplômant avec IGS, hein, je vous remets juste le slide sur notre offre diplômante de Bac+2 à Bac+5. Donc on accompagne la population des office managers à Bac+2, ceux qui sont sur aujourd'hui un niveau Bac+2 et qui veulent aller sur un premier niveau de formation sur un bachelor manager opérationnel à Bac+3. Un diplôme à Bac+4 de manager de business unit, et puis on va jusqu'au diplôme de chez nous qui s'appelle dirigeant entrepreneur. Hein, c'est tous des titres RNCP qui sont découpés en blocs de compétences, voilà, que vous pouvez suivre en inter-entreprise, donc en vous inscrivant sur la maille individuelle. Alors là, vous êtes responsable plus de votre employabilité. Vous avez la partie intra où des entreprises nous demandent de former des groupes de managers sur chacun des diplômes. Et puis on a développé chez IGS depuis maintenant, depuis le début de la crise, en fait, une offre 100% digital learning accompagnée avec sur le manager de business unit et le dirigeant entrepreneur aujourd'hui des parcours 100% à distance avec l'animation, classe virtuelle, l'accompagnement individuel pour vous amener l'assertif. Et enfin, hein, comme le disait tout à l'heure Isabelle, la VAE sur chacun de ces diplômes. Et tu as un témoignage d'une personne qui est à l'IGS en ce moment, à 50 ans, elle prépare, c'est Françoise Sédier, un master en gestion ressources humaines, voilà. Et c'est formidable parce que moi, ce que j'ai toujours vu pour enseigner depuis des années, c'est qu'on apprend beaucoup plus, on tire beaucoup plus des formations, diplômantes ou pas, quand on est en formation continue, parce qu'on apprend évidemment des connaissances, on apprend plein de choses, mais on apprend aussi de tout groupe sur lequel on échange, et puis on apprend d'ailleurs beaucoup aux profs. Moi, j'apprends beaucoup quand j'enseigne à des formations continues. Et c'est là où on tire le maximum. Hein. C'est ça qui est intéressant. Alors, Audrey, je vois votre question sur est-ce que vous pouvez nous expliquer en plus en détail la VAE? Deux choses. On a des webinaires spécifiques une fois par mois qui permettent de rentrer dans l'explication du processus de la VAE. Donc, je vous inviterai à vous inscrire et vous allez sur le site internet du groupe du groupe IGS Formation Continue. Vous vous inscrivez sur un webinaire et ma collègue Catherine Azema vous expliquera tout le processus. En deux mots, hein, la VAE, il faut d'abord, il y a une histoire de positionnement pour identifier quel est le meilleur diplôme sur lequel on va vous amener à produire ce qu'on appelle un dossier de portefeuille de preuves, qui permet de valider que vous avez les compétences requises par rapport au bloc de compétences du diplôme. Et ensuite, vous êtes accompagné sur de l'accompagnement individuel par un coach qui va vous aider à constituer ce portefeuille de preuves, qui va vous permettre de constituer un dossier qui fera 60-70 pages à peu près, que vous viendrez présenter devant un jury pour leur démontrer que vous avez toutes les compétences requises au regard du diplôme que vous avez visé au démarrage du
processus. Alors, je vois aussi, ça sera notre conclusion, l'approche CEP. Effectivement, alors la durée d'une VAE est de combien de temps? Tout dépend encore une fois de votre motivation et de s'il y a nécessité ou pas d'avoir un complément de formation sur si éventuellement vous manquez des compétences par rapport à un titre. Mais généralement, ce qu'on constate, c'est qu'une VAE, ça prend une année. Ça peut se faire en 6 mois, mais voilà, il faut avoir vraiment le temps nécessaire et la prise de recul nécessaire par rapport à tout ce que vous avez fait pour pouvoir être accompagné dans de bonnes conditions. Ma dernière question, et ça sera vraiment la dernière du jour, Séverine, ma dernière question, pourquoi les employeurs ont l'obligation d'employabilité de leurs employés et en même temps, on nous demande individuellement de mener nous-mêmes notre formation avec le CPF? Allez, dernière question. C'est ce que j'expliquais en entrée, c'est qu'on est de plus en plus sur l'idée d'une individualisation et d'une responsabilité sur l'individu. On ne peut plus lui garantir l'emploi, donc on lui garantit entre guillemets son employabilité et on lui renvoie la responsabilité. Actuellement, les entreprises font ce qu'elles font, elles le font bien. Le service public, c'est compliqué. Quand on est à Pôle emploi, on sait que c'est un peu compliqué d'avoir une structure aidante. Donc, en effet, on renvoie à la personne. Et le CPF, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a été un petit peu la dernière touche à cette responsabilisation individuelle. C'est un peu le monde aussi dans lequel on est, une vision très néolibérale du monde d'aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est pas à nous de choisir aujourd'hui, en tout cas. On fait avec, on s'inscrit dedans. Après, on pourrait avoir un webinaire sur justement la responsabilité sociale, économique des entreprises et puis avoir une. Bien sûr. On est assez convaincu à l'IGS du bon équilibre entre les deux, dans le sens où il n'y a pas de progrès social sans développement économique. Il faut aussi l'avoir à l'esprit. Écoutez, je voulais vous remercier Isabelle pour sa participation. Pour répondre à la question de plusieurs d'entre vous, bien sûr, la présentation d'Isabelle vous sera transmise. Voilà. Et puis on se retrouve donc la prochaine fois avec Isabelle, je crois que c'est au mois de janvier. Et on parlera cette fois-ci toujours pareil sur la cible des managers opérationnels. Alors, on sera un peu en lien avec les soft skills, mais c'est toute la partie management transversal et comment le développement des compétences en management transversal, qui sont notamment bien inhérentes au métier de chef de projet, se transpose de plus en plus vers le management hiérarchique et comment tout ça se combine pour toujours pareil engager les équipes au quotidien. Les évolutions. Merci Isabelle, merci à tout le monde. Il est l'heure de déjeuner, je vois des petits pouces qui s'alignent, c'est super. Bon après-midi à tout le monde et bon appétit. À très bientôt. Votre employabilité. Merci et trouvez votre ancrage. Il y en a 8, trouvez le bon. Voilà. C'est important. Allez, bon après-midi à tout le monde. Bonne journée. Au revoir.